Et en voir de toutes les couleurs. Car je me faisais balader tout le temps, comme un écologiste au gouvernement. Je regardais ailleurs et toi tu rouvrais des dossiers que pourtant je croyais classés. Peut-être juste voulu creuser. En On fait, riait de moi, mais mon tempérament, comme un écologiste au gouvernement, me poussait à rester même humilié. notamment une fois qu'approchait une période d'élection. La résilience, c'est ce qui va ça nous se tirait dans permettre les pattes, de des gérer débats dans tous collectivement les sens, et à un moment donné, des ruptures de continuité en fait, majeures. j'aime pas et forcément potentiellement adhérer à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça, c'est ce qui va nous donner une chance. Et éventuellement, si Mais je c'est ne comme pas à chaque le discours ou l'information, tu m'as fait je le préfère ne pas vraiment y adhérer. je paye de la Que j'apprécie pas, je me dis que faire semblant d'y croire. Moi, la négligeable quantité. Non, mais c'est bon, Je ferais juste le faire valoir. Bonsoir Evelina, bonsoir Jean-Christophe. Je propose d'échanger, je dirais de façon assez informelle et de commencer tout simplement par nous resituer, enfin vous resituer. Et je te passerai naturellement la parole, Eve, pour que tu nous racontes comment, en août 2018, si ma mémoire ne me trahit pas, tu as basculé, un terme sur lequel on reviendra dans le courant de la soirée. Ok. Donc oui, en effet, été 2018, il y avait un village étape Alternatiba à Saint-Étienne lors d'un tour à vélo national. Et c'est là que vraiment, par hasard, j'ai voulu aller voir ce que ça donnait, qui étaient ces personnes un peu bizarres de mon point de vue à ce moment-là, qui tenaient tous ces stands. Et je pense que c'est là vraiment que je suis rentrée dans le monde de la transition, même si un peu avant, j'avais commencé à me renseigner, mais c'était dans mon coin, c'était beaucoup moins collectif et heureux, on va dire. Mais je pense qu'on en reviendra dessus un peu après. Okay. Dans ces différents stands qu'il y avait dans ce Tour de France, ils ont abandonné maintenant cette formule du Tour de France, je crois. Quel est le stand qui t'a provoqué un déclic qui t'a le plus marqué? Alors, si on reste sur le déclic, je pense que c'était même un peu avant. En fait, suite à mon cursus, donc je suis diplômée ingénieure, je rentre dans le monde actif, je suis à l'usine, je suis cadre, responsable d'un service. Et là, du jour au lendemain, on met fin à mon contrat. Notamment parce que je défendais des valeurs qui ne devaient pas correspondre au monde de l'industrie, mais j'en avais pas encore bien conscience. Et je pense que c'est ça qui a arrêté la roue du hamster. Sinon, j'aurais pu tourner vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Donc ça, c'est vraiment le premier merci. C'est déjà mon patron de l'époque qui m'a dit de partir sans dire au revoir à personne. Et ça résumait très, très bien l'ambiance de l'entreprise. Ouais. Et sinon, après, je peux pas sélectionner un stand tous. Vraiment, alors, ce que j'avais vu avant, c'était zéro déchet, Alternatiba. Et ce que j'ai découvert là-bas, c'est RAP, résistance à l'agression publicitaire. Oui. Il y avait un groupe assez actif. Je crains qu'il est un peu faibli depuis, mais à l'époque, il y avait un groupe assez actif sur Saint-Étienne. Oui, et la monnaie locale. Et après, je me souviens plus. Ok. L'origine de Alternatiba, alternative à Bayonne, puisque ça a été ce fameux village qu'ils avaient organisé à l'échelle de toute la ville en 2013. Bizi, tu as eu l'occasion d'approfondir cela ? C'est des militants qu'on retrouvait après, que je retrouvais après dans les actions de blocage nationales, donc, parce que c'est eux qui montaient, il y en avait qui montaient sur Paris. Voilà. Après, j'ai jamais eu l'occasion d'aller à Bayonne. D'accord. Ok, bien. Merci, on reviendra plus loin. Plus tard, Jean-Claude, merci de nous avoir consacré toute cette semaine. Merci d'être, je dirais là, de nouveau, puisque l'année dernière, tu avais participé à notre fête des possibles. Merci à Nadège Perrino-Chinchin, grâce à qui j'ai fait ta connaissance. Et donc, là, tu nous accordes toute cette semaine. C'est vraiment
vraiment très sympa. Rapidement, si tu peux resituer l'enchaînement, si tu peux resituer aussi ta propre évolution. J'ai été assez marqué par, je dirais, tes expériences strasbourgeoises d'une part. Tu vivais l'année dernière une bonne partie du temps dans mon cher Périgord. Est-ce que c'est toujours le cas ? Vas-y, on t'écoute. Merci Joël. Non, alors c'est plus le cas pour le Périgord. Alors tu me demandes de faire vite. Moi, je peux en parler pendant des heures de toute cette trajectoire. Écoute, je vais essayer d'être bref dans un premier temps, mais effectivement, il y a eu une bascule assez profonde, assez radicale et très rapide pour mon entourage, trop rapide sans doute pour une partie de mon entourage, qui a commencé après un burn-out en 2015, un burn-out carabiné qui n'est peut-être pas tout à fait le premier déclic parce que j'étais déjà en train de m'ouvrir avec des lectures diverses et variées comme Oui Demain, Socialterre, Uzbek Erika, Kaizen, où je commençais à entreapercevoir un petit peu ce que pouvait être un monde différent. Où j'ai découvert des notions telles que l'intelligence collective, la gouvernance partagée, le revenu universel, les oasis, les écovillages et autres écolieux. Et j'ai commencé comme ça à remettre en question un certain nombre de fondamentaux de notre société, sachant que depuis mon plus jeune âge, je suis quand même quelqu'un d'anticonformiste, d'assez radical dans tout ce que j'entreprends, de toute manière. Alors là, ça s'y prête particulièrement bien aujourd'hui avec la bifurcation qui a été la mienne, et quelqu'un qui, depuis sa plus tendre enfance, est vraiment préoccupé par l'injustice de ce monde, de cette société, sans être réellement conscient par le passé de l'impact absolument délétère, écocidaire, mortifère de notre civilisation sur l'ensemble des autres espèces qui peuplent cette planète. Et donc, il y a eu à un moment donné, effectivement, suite au burn-out, une remise en question de mon hygiène de vie, d'habitudes que j'avais prises, de m'endormir avec mon smartphone, de me réveiller avec mon smartphone. Donc ça a été dans un premier temps de veiller à l'éteindre 2 heures avant de me coucher, de ne pas l'allumer, de laisser 1 heure s'écouler avant de l'allumer le matin. Le yoga, la méditation, et puis petit à petit, plein de petits gestes que l'on qualifie très souvent de petits gestes, mais qui, moi, m'ont permis de me sentir pleinement aligné avec les préoccupations qui devenaient les miennes et avec ce que j'étais en train de découvrir, à savoir cet impact, encore une fois, absolument délétère. J'ai plongé un petit peu dans l'effondrement de notre civilisation fin 2017. Et puis après, tout s'est enchaîné. Donc moi, j'ai découvert les vidéos Next de Clément Montfort, Thinkerview. J'ai lu Comment tout peut s'effondrer. Et puis, j'ai très vite compris, en m'intéressant un petit peu aussi à la situation écologique, puisque pour moi, il y a ces deux approches qui sont parallèles, que le vivant était en train d'être exterminé par les humains sur notre planète. Et donc, c'est aujourd'hui un petit peu ma préoccupation centrale, principale, que j'évoque dans mes livres, dans mes interventions, et qui fait l'objet de l'ONG que nous avons cofondée il y a 3 ans et demi, qui s'appelle l'Archipel du Vivant, et qui a pour ambition d'interconnecter les acteurs alternatifs dans les territoires avec cette belle utopie qui est l'utopie biorégionale, de créer des biorégions pour refaire société, à la fois en respectant le vivant, en nous libérant des rapports de domination, et puis en touchant du doigt la véritable démocratie. Donc on a ce beau projet avec également un site web qui est un site ressources qui réunit au même endroit l'ensemble des informations utiles pour comprendre la gravité de la situation écologique, pour découvrir les mouvements les plus inspirants et pour aussi, évidemment, se rendre compte de l'émergence de ce monde alternatif qui aujourd'hui existe à l'échelle de petits îlots que nous cherchons à archipéliser. Voilà, donc ça c'est l'ambition du projet que je porte aujourd'hui. Et donc voilà, je suis passé d'un univers où j'étais un rouage du système, tout en étant quand même rebelle, pirate déjà, à devenir en très peu de temps vegan, antispéciste, minimaliste, à me découvrir anarchiste aussi, et aujourd'hui à embrasser effectivement ce courant biorégionaliste qui selon moi répond à un certain nombre des enjeux de notre époque. Ok. Je reviens sur quelques-unes de tes affirmations. Tu fais allusion à ta plus tendre enfance par rapport à la justice. Tu as le souvenir de
d'un fait particulier? Ouais, alors elle était plus sociale dans un premier temps. Le prisme que j'avais, c'était de ne pas comprendre que des personnes puissent dormir dans la rue, de ne pas comprendre les inégalités qui se sont fortement accrues depuis ma naissance. Moi, je suis né en 75, et donc j'ai vu à quel point effectivement les inégalités explosaient aujourd'hui et étaient aussi le fruit évidemment de la société dans laquelle nous vivons. Et cette injustice, alors c'est aussi ma blessure accessoirement, donc nécessairement dès que cette société me semblait fortement injuste à plein de niveaux. Moi, j'ai jamais compris le fonctionnement de l'école, j'ai jamais compris l'endoctrinement dont nous pouvions faire l'objet dès notre plus jeune âge. Je comprenais pas, alors j'en parlais rapidement hier, mais moi j'ai été dans un collège-lycée où j'ai fait 11 ans à Strasbourg, où il y a des barreaux aux fenêtres. Et donc, souvent, moi, je compare un petit peu justement l'école à l'univers carcéral, et j'étais déjà baigné là-dedans. Alors, ça s'est très bien passé, et je n'étais pas un mauvais élève, mais je ne comprenais pas le fait de demander l'autorisation d'aller aux toilettes, le fait d'être rangé en randonnion, d'avoir à lever la main, d'avoir déjà cette verticalité. Alors, après, tout dépend évidemment du professeur ou de l'enseignante que l'on a en face de soi, mais effectivement, il y avait déjà des mécanismes qui ne m'allaient pas, enfin, qui ne correspondaient pas à la manière dont je souhaitais évoluer dans ce monde. Et puis, il y a eu après, effectivement, cette préoccupation qui est née fin 2016, où là, un an après le burn-out, j'ai commencé à aller un peu chercher encore un peu plus l'information, et dans la perspective des élections présidentielles de 2017, fin 2016, j'ai commencé à analyser un petit peu l'accélération vertigineuse des 20 dernières années. Donc de 1997 à 2017, j'ai observé un petit peu à quel point il y avait des dérives de plus en plus préoccupantes sur l'IA, le transhumanisme, et j'ai réalisé un site web en 2017 en pleine campagne présidentielle qui là n'intéressait évidemment absolument aucun des journalistes qui m'ont interviewé pendant 10 ans sur mon expertise passée, qui était de présenter l'ensemble des enjeux que j'avais identifiés comme étant des enjeux clés pour les 20 prochaines années, sans savoir à ce moment-là qu'on n'avait pas 20 ans. Enfin, selon moi, on ne les a réellement pas. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, Mon premier acte de citoyen. Je t'arrête parce qu'on y viendra. Ouais. Je voudrais pas te rassurer automatiquement, mais les barreaux que tu avais eus aux fenêtres de ton collège ou de ton lycée, j'ai connu les mêmes, mais moi, en plus, sur les murs qui faisaient le tour, il y avait des morceaux de verre qui étaient dans le ciment, pour qu'on ne puisse pas s'échapper. Surtout que quand on était interne, bref, c'est pour, je dirais, le fun. Je reviens à ta prise de conscience réelle de l'effondrement en 2017. Pour moi aussi, c'est très significatif. C'est l'accélération. J'en ai pris conscience un petit peu plus tôt, mais c'est l'accélération pendant l'été 2017 où il y a vraiment l'enchaînement de 3 phénomènes très marquants. D'abord, un article de Yves Cochet dans Libération qui, avec un argumentaire très tranché, dit 2020-2030, c'est l'effondrement, 2030-2040, c'est le chaos, après 2040, peut-être le début de la Renaissance. Il y a ensuite Jean Jouzel qui fait aussi une communication pour dire il nous reste 3 ans, et puis il y a surtout l'article des 15 000 scientifiques qui, je dirais, a eu un véritable impact. Dans cet esprit de l'effondrement, tu viens de faire allusion à Next. Je pense que tu parles des vidéos de Next. Est-ce que tu as vu la série des 4-5 vidéos qui ont été aussi sur Canal+, d'un autre collectif qui s'appelle Les Parasites, voilà. L'effondrement, ça aussi, c'était absolument... Quelle est la vidéo qui t'a le plus sensibilisé, voir s'il y en a... Alors, sur la série des Parasites ou sur la série des Parasites.
Alors les parasites, c'est selon moi assez inégal, même si c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, et puis le fait de le tourner en plan séquence, sans interruption, c'est assez remarquable. Moi je trouve qu'il y a des épisodes qui sont excellents, d'autres moins bons, selon moi. Moi j'ai été marqué, même si ce sont des choses que évidemment j'ai commencé à appréhender en baignant dedans, par le premier épisode sur le supermarché, l'épisode de la station essence aussi. Alors le 3e épisode qui est assez marrant avec ce riche qui essaye d'emmener ses toiles dans son avion. Après, j'ai moins aimé celui sur l'éco-village. Moi, j'ai une expérience de l'éco-village. J'ai trouvé que c'était dommage, et j'en ai discuté avec Arthur Keller notamment, qui à un moment donné avait été sollicité par les parasites, puisque Arthur bosse aussi sur les récits et sur des scénarios. Il a lui-même un projet de grande série pour expliquer un certain nombre de choses. On est d'accord tous les deux pour estimer qu'il n'y a pas du tout d'entraide dans les épisodes. Ça tourne toujours mal, en fait. Ça finit toujours très très mal. Et dans l'épisode sur l'éco-village, j'ai estimé qu'ils auraient pu justement là saisir cette opportunité pour montrer qu'on pouvait quand même composer différemment dans un monde post-collapse. C'est l'épisode où il y a une centrale... Non, alors ça c'est un autre épisode. Non, l'épisode de l'éco-village, c'est un groupe de personnes qui arrivent sur un écolieu et qui, à un moment donné, demandent si ils peuvent être accueillis par les habitants. Les habitants leur disent, écoutez, on va se réunir, on va réfléchir entre nous. Et ça tourne mal parce que ce petit groupe se retrouve dans une remise et tombe sur une arme. Et l'un d'eux se dit « Ah, mais ils vont sans doute pas nous accueillir ». Et en fait, ça bascule alors que la réponse allait être favorable, justement. Et donc là, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir profité de celui-là. Et après, il y a d'autres épisodes complètement fous, selon moi. Celui de l'île avec les drones. Bon, après, c'est un imaginaire aussi. Et pourquoi pas, évidemment. C'est peut-être un imaginaire que je ne souhaite pas voir advenir. D'avoir des méga riches qui puissent encore se protéger et qui puissent, évidemment, se barricader sur... alors, c'est un peu... quand même ce qui se passe aujourd'hui avec les fous de la Silicon Valley qui, tout en nous vantant la conquête de l'espace, ont leur base arrière déjà prévue en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Maintenant, ils n'ont pas compris que les écosystèmes néo-zélandais étaient tout aussi défoncés qu'ailleurs. Donc, mais clairement, il y a des épisodes que j'ai trouvés moins bons que les autres. Ok, oui. Ouais. Moi, j'avais été très frappé, en effet, par les premiers. La scène du supermarché, on y est. La scène de la station d'essence, on y est. Bref, ça... Au début de ta présentation, tu as parlé de ta bascule. Bascule, c'est un mot, je crois, qui t'est assez familier, Evelina, puisque Mathieu, avant d'être l'un des créateurs de Fertile, était l'un des premiers à avoir vulgarisé cette idée qui avait démarré à Toulouse, je crois, dans une école ou une classe d'ingénieurs aussi, et où il y avait eu cet investissement du côté de Pontivy, en Bretagne. Raconte-nous de ton point de vue et qu'est-ce que c'est devenu. Ok, donc Mathieu de Rostolan. Maxime de Rostolan. Oui. Ah oui, Mathieu Granger. Okay. Mathieu Granger, moi je faisais allusion à Mathieu Granger, qui avait suivi Maxime. Donc c'est encore très lié au cycle ingénieur. Oui. Du coup, c'est des ingénieurs en fin d'études qui ont décidé de faire leur projet de fin d'études, non pas en entreprise, mais dans une ancienne clinique désaffectée. En tout cas, le résultat, c'était de voir comment coopérer pendant 9 mois à 60, 80 personnes, ça dépendait des fois. Et de là est né plusieurs projets, dont Fertile, qui est une école vivante, mouvante en France, qui se déplace d'écolieu en écolieu, mais aussi en entreprise, dans des collectifs, qui est une alternative, je pense, au système scolaire classique, qui utilise la pédagogie active, notamment, et des exercices d'intelligence collective. Et donc, je travaille actuellement pour cette association, donc ça me donne beaucoup de sens. Un travail avec beaucoup de sens. Et les thématiques principales de l'association, c'est former à la coopération entre humains et humaines, ce qui est déjà un sacré chantier, et aussi une formation plus centrée sur les enjeux écologiques et toutes les voies possibles pour travailler, et
le panel est très très large. Il y a plus de 40 témoignages dans la semaine où les participantes voient des témoignages vidéo, mais aussi des fiches métiers. Et après, chacun choisit ce qui lui parle pas, et essaye de tracer sa route un peu comme ça. Ok. Tu parles de grande mobilité, mais je l'ai rêvé où il n'y avait pas une base qui s'était créée dans le Saône-et-Loire, non? Ou en Bourgogne? Et ben après, il y a eu... Si, ça a essaimé. En tout cas, Pontivy, ça n'existe plus. Oui. Mais donc maintenant, il y a Bascule Argoat. En Bretagne. En Bretagne. Oula, je vais fâcher les Normands. Centre-Bretagne. Et après, j'ai l'impression que la Casbah, la caserne Bascule à Joigny, c'est aussi un épicentre assez important. J'ai l'impression Oasis des Âges, voilà, comme lieu assez fixe. Ouais. Alors c'est marrant, ça, je me permets juste 2 secondes, mais on en discutait tout à l'heure avec Evelina, et on a un petit bout d'histoire en commun, puisque la Bascule, moi j'y suis allé. Alors c'était l'été 2019, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 2019. Et à l'époque, il y avait un événement qui s'est organisé là-bas, à Pontivy, qui était l'événement L'An Off. Et à cette occasion, j'ai rencontré Mathieu Granger, dont on parlait à l'instant. J'ai aussi rencontré Mathieu et Thomas Kuntz, 2 frangins avec qui nous avons cofondé l'Archipel du Vivant. Alors, on n'a pas cofondé l'Archipel du Vivant tout de suite derrière, mais 6 mois plus tard, 8 mois plus tard. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les 2 personnes avec qui nous avons imaginé ce projet. Et donc, j'ai une petite histoire aussi. Et puis, dans la première coopération Fertile, j'étais l'un des référents des apprenantes et des apprenants qui suivaient cette première formation. Donc moi, le Fertile, je suis assez admiratif parce que je trouve ça formidable. Et je pense que c'est aujourd'hui sans doute la meilleure formation qui existe pour sensibiliser, former, accompagner, donner envie de s'inscrire dans un autre schéma que celui... que la voie toute tracée des ingénieurs et des personnes qui sortent d'écoles de commerce. Et donc c'est vraiment chouette aujourd'hui, et ça s'inscrit aussi dans tout ce mouvement de bascule, de bifurcation dont on parle beaucoup, avec les déserteuses, donc les personnes d'AgroParisTech qui ont eu ce discours qui a fait beaucoup de bruit l'an dernier, et puis d'autres. Moi, j'ai découvert là tout récemment la personne qui est à l'origine, alors je vais me souvenir de son prénom, ça va revenir, qui est à l'origine aussi d'un autre site, Vous n'êtes pas seul, et qui a été l'un des tout premiers à publier sur les médias sociaux sa lettre de démission. Et il a enclenché une forme de mouvement sans en être réellement conscient lui-même. Mais il y a eu comme ça, c'est vrai, les dernières années, notamment l'an dernier, alors AgroParisTech, il y a eu, je crois, X, il y a eu une personne aussi dans l'une des écoles d'architectes à Paris. Et à chaque fois, des discours, des messages forts sur à la fois le non-alignement de ces personnes avec le prestige et les carrières toutes tracées que traçaient justement ces écoles pour ces personnes. Et puis aussi, quelquefois même, des reproches sur le patriarcat, sur un certain nombre de fonctionnements viciés de ces écoles, dont certaines de ces personnes se sont retrouvées soit victimes, soit observatrices, mais en tout cas qui sont dénoncées aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a un mouvement assez puissant aujourd'hui de désertion, il y a même des jeunes qui ne vont pas jusqu'au diplôme, qui abandonnent de plus en plus vite en cours de route leurs études dans des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs parce qu'ils ne s'y retrouvent absolument pas, et ils imaginent à un moment donné, peut-être de manière naïve, que ces écoles ont embrayé le pas de la gravité de la situation aujourd'hui, et ils se rendent compte assez rapidement que c'est absolument pas le cas. Oui. C'est vrai que le phénomène de démission, on en parle moins, sans doute en France et en Europe, que le mouvement qui s'était enclenché aux États-Unis. Mais quand moi-même, puisque moi c'est en 2012 que j'ai basculé, je me suis trouvé la première fois aux côtés dans une conférence d'un Suisse, un ancien de UBS, qui était un trader et qui gagnait évidemment très bien sa vie, qui avait laissé tomber comme cela du jour au lendemain pour complètement se reconvertir. J'avoue que j'étais tombé d'assez haut à l'époque. Il y en a toujours eu, mais aujourd'hui c'est un peu plus spectaculaire parce que ces jeunes ont aussi eu le mérite de se servir de ces cérémonies de remise de diplôme pour en faire un acte politique fort et passer des messages.
Et ça, effectivement, avec les médias sociaux, la puissance de YouTube et compagnie aujourd'hui, ça permet d'impacter les esprits autrement, quoi. Et juste, les formations fertiles, c'est pas adressé qu'aux personnes qui sortent d'école de commerce et d'ingénieurs, même bien au contraire. Et c'est l'image qu'on essaye de se détacher. Donc, j'essaie Désolé. La moyenne d'âge des participantes, ben non, en vrai, c'est tout très âge. ouvert. Ouais. Après, ben, dans les écolieux, c'est des dortoirs, donc ça peut freiner certaines personnes. Mais sinon, le dernier parcours long, donc de 6 semaines, qui était dans un écolieu en Ardèche, je ne veux pas la vieillir, mais il me semble que la dame avait 88 ans. Wow. Ah ouais. Non, génial. Pas d'origine anglo-saxonne par hasard ? Au fond de l'Ardèche, une des premières transitionneuses est une Anglaise qui était... La transition a commencé sous l'inspiration de Rob Hopkins en France. Il y a eu 3 lieux où ça a démarré. Ça a été Le Trièvre au sud de Grenoble. Ça a été au fond de l'Ardèche, en effet, avec cette Anglaise dont je cherche le nom. Et celle qui est toujours là et qui anime le site de Transition France, Kitty de Bruyne, qui est une Hollandaise installée dans le Béarn, à Salis de Béarn. Les premières démarches de transition en France ont été par des gens qui étaient, entre guillemets, des importés, des migrants en quelque sorte. Et c'est eux qui ont lancé la transition. Moi-même, le premier transitionnaire que j'ai rencontré sur la Loire, ça a été à l'automne 2011, à Montbrison, un Irlandais. Bref, là, le mot était encore tout à fait nouveau à l'époque. Dans cet article de Strada, tu posais la question et tu y répondais en même temps. Mon travail a-t-il un sens ? Est-ce que tu peux revenir là-dessus et développer ? J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient dans leur travail. Et du coup, c'était aussi une invitation à juste se poser la question. Parce que comme je disais au début, je pense que moi, si j'avais pas été virée, je me serais pas posé la question. Bon, j'étais loin de m'ennuyer, mais je me serais pas posé la question du sens ou de est-ce que je suis heureuse ou est-ce que je vais bien. Donc c'est une invitation à faire une pause, se poser la question. Et après, moi, aujourd'hui, j'imagine pas faire un travail non engagé, quoi. Enfin, j'imagine chaque seconde de ma vie le plus engagée possible tout en prenant soin de moi. Et si possible, une bonne partie rémunératrice pour que je puisse en vivre et faire du bénévolat à côté, engagé. D'accord. Dans cet esprit-là, si tu as la disponibilité, dans le cadre du bénévolat, tu pourras peut-être participer à la prochaine journée mondiale de la misère qui a lieu tous les ans le 17 octobre. Et comme chaque année c'est organisé par le PPV, le Pacte du pouvoir de vivre, dont le CTC 42 est maintenant aussi adhérent, mais dont surtout le principal animateur pour la journée de la misère, c'est ATD Carmonde. Et cette année, la thématique principale, c'est un travail digne. Voilà, on aura un rassemblement sur la place du Peuple, où on va... place du Peuple ou place d'Orient ? Non, place d'Orient, je ne me rappelle plus. Place du Peuple ou place d'Orient ? Et on aura, je dirais, une interpellation des gens dans la rue, à la sortie du tram, pour leur poser la question, qu'est-ce que c'est pour vous un travail digne ? Donc, si tu es disponible, tu es largement invité à rejoindre. Jean-Christophe, tu as fait allusion aux biorégions. Moi-même, j'ai découvert cela grâce à l'Irlandais auquel je faisais allusion. Mais c'est une notion qui est encore méconnue, si tu peux la développer. Oui, tout à fait. Alors, surtout qu'en plus, il y a aujourd'hui 2 approches de la biorégion. Donc, je vais essayer effectivement de clarifier un peu de quoi il en retourne. La biorégion, le biorégionalisme, c'est un mouvement éco-anarchiste qui est né en Amérique du Nord dans les années 70. Et qui propose d'appréhender le territoire à partir du vivant que ce territoire héberge.
Donc on est sur un territoire qui se singularise de par son harmonie écosystémique, biologique, topographique, hydrographique, géographique, et qui, à un moment donné, il se trouve que sur ce territoire, il y a des espèces animales et végétales, et il y a nécessairement parmi les espèces animales des humains. Voilà. Et comment ces humains peuvent refaire société en habitant la Terre différemment, en étant beaucoup plus respectueux du vivant, et en étant, puisque le mouvement est éco-anarchiste aussi, dans le souhait de faire sauter un petit peu tous les rapports de domination et de s'inscrire dans une véritable démocratie, la seule et unique qui puisse exister, et qui aujourd'hui n'existe pas du tout dans nos grandes républiques qui ne sont pas des grandes démocraties, qui existent selon nous dans 2 lieux qui sont un peu connu quand on est engagé, mais beaucoup moins du grand public, à savoir l'Euro-Java en Syrie d'un côté et une partie de l'État du Chiapas au Mexique. Et donc dans ces 2 enclaves qui dépendent encore d'États-nations, ce sont deux utopies concrètes qui aujourd'hui existent au Chiapas depuis 1994 et depuis 2014 au Rojava. Donc la biorégion, c'est cette approche vraiment différente. C'est à la fois un territoire, on pourrait le cartographier, mais c'est aussi un récit, un nouveau récit. C'est une opportunité extraordinaire de refaire société autrement, encore une fois. La biorégion, c'est un concept également que nous avons essayé d'y apporter notre contribution, parce que moi je travaille beaucoup avec Guillaume Faburel, qui est un géographe qui a écrit Les métropoles barbares pour en finir avec les grandes villes, Indécence urbaine tout récemment, et qui est à l'origine d'une dynamique pluri-organisationnelle en France qui s'appelle la Société écologique du post-urbain. Et l'Archipel du Vivant est l'une des organisations les plus engagées dans la Société écologique du post-urbain. Cette société a 4 piliers principaux. Le premier est la désurbanisation, la démétropolisation des imaginaires, puisqu'on peut vivre en milieu rural tout en étant complètement colonisé dans la tête par l'imaginaire urbain et métropolitain. Le deuxième pilier est celui de réempaysanner les territoires, qui est absolument indispensable aujourd'hui. Le troisième est cette construction biorégionale. Et le quatrième, qui nous anime fortement, même si aujourd'hui c'est pas le plus avancé, et de ne laisser personne à l'enfer du béton. Et donc là on parle évidemment des personnes auxquelles j'ai pu faire référence tout à l'heure, à la fois les personnes sans abri, les personnes en forte précarité, les personnes en situation de handicap aussi lourd, et puis les personnes qui vivent dans les quartiers sensibles, que l'on appelle banlieues. Voilà, donc la Société écologique du post-urbain, c'est un vrai beau projet. Et donc on est dans cette dynamique-là. On a lancé un appel l'an dernier, suite à 2 séminaires que nous avions co-organisés avec Guillaume et l'Archipel du Vivant, sur quelle forme ça pourrait prendre, tenant compte du contexte français, même si la biorégion sort du principe d'État-nation. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que chaque biorégion a pour ambition, à terme, de faire sécession, de s'émanciper de l'État-nation. Et donc, on a essayé de cadrer un petit peu ça en présentant des repères qui sont, un, sur le périmètre géographique, une 30aine de kilomètres de diamètre, et le second, sur la population qui pourrait faire société sur une biorégion qui est de l'ordre de 15-20 000 à 25-30 000 personnes. Donc on est très très loin évidemment de la population qui habite une métropole aujourd'hui en France, puisque c'est 500 000 habitants au minimum. On est sur une contraction aussi de l'espace-temps qui répond bien aujourd'hui à la descente énergétique et matérielle à laquelle nous faisons face et à laquelle nous allons de plus en plus devoir faire face. Et comment aujourd'hui la biorégion répond aux 4 enjeux. Pour moi, aujourd'hui, les 4 enjeux majeurs de notre époque. Le premier, c'est l'extermination du vivant. Le second, c'est cet effondrement civilisationnel. Le troisième, c'est les rapports de domination. Le quatrième, c'est la non-démocratie dans laquelle nous évoluons. Et donc la biorégion permet, de par sa taille, de se rendre compte de l'impact délétère que l'on peut avoir sur son territoire, sur son propre territoire. Une fois qu'on est sorti des flux de la mondialisation, il faut réellement se réancrer dans le sol et avoir un autre rapport au vivant pour mesurer un petit peu l'empreinte écologique qui est la nôtre. C'est également la bonne échelle, évidemment, pour la résilience locale, collective, systémique. Et c'est notre ambition, quand j'ai parlé d'interconnecter les acteurs alternatifs, que sont les écovillages, les fermes bio, les AMAP, les recycleries, les cafés associatifs, les épiceries solidaires, les monnaies locales et citoyennes. Enfin, tout ce beau monde ne fait pas système aujourd'hui. Et donc, c'est l'idée de les interconnecter en se disant que l'autosuffisance, qui est trop souvent uniquement
hydrique, alimentaire, énergétique, et même très souvent uniquement alimentaire, énergétique, l'eau, on commence à en parler un peu plus aujourd'hui, ne se fera pas à l'échelle d'un écolieu, d'un écovillage, ne se fera pas à l'échelle d'une ferme bio, elle se fera de manière collective et systémique. Et systémique, c'est l'ensemble des enjeux, évidemment, l'économique, le financier, le social, le sanitaire, le sécuritaire même. Qu'est-ce qu'on fait demain si une centrale à côté est désertée par ces ingénieurs EDF? Qu'est-ce que l'on fait demain si des migrants arrivent massivement? Et quand je parle de migrants, ce sont les migrants climatiques, mais ce sont aussi les personnes qui pourraient quitter la ville massivement, puisque les villes vont devenir, selon nous, inhabitables dans les prochaines années. Et donc, est-ce que ces personnes viendront bien ou mal intentionnées? Comment on réagit? Comment on anticipe tout ça? Et pour finir donc sur la biorégion, c'est effectivement aussi, on va dire, la bonne taille pour la véritable démocratie. Parce qu'on parle souvent en France de grande démocratie, on dit souvent que la démocratie est nécessairement représentative à l'échelle d'un pays comme la France, avec 66-67 millions d'individus, mais en fait, ça n'est pas de la démocratie. La démocratie, ce sont sur des échelles beaucoup plus courtes, beaucoup plus ramassées, avec une population beaucoup moins importante. Voilà. C'est ce qu'on appelle la démocratie intermittente. Elle dure 30 secondes tous les 5 ou 6 ans suivant les mandats, le temps qu'on mette le... Oui, et même, je dirais que ça n'est pas démocratique. En fait, le vote n'est pas démocratique. Montesquieu disait très justement à l'époque que l'acte de voter relève de l'aristocratie. Aujourd'hui, on pourrait parler d'oligarchie, alors que le tirage au sort relève de la véritable démocratie. Parce qu'en fait, quand on est tiré au sort et que l'on a un mandat qui est impératif et révocable sur une courte durée, c'est ce qui se passe au Rojava, au Chiapas, eh bien, on a une mission, en fait, de se mettre au service du peuple que l'on représente et dans lequel on va retourner une fois que ce mandat est terminé. On a une délégation de pouvoir. Au Chiapas, il y a quelque chose de très très fort que j'adore, c'est une banderole à l'entrée du territoire du Chiapas au Mexique où sur cette banderole est écrit, en espagnol évidemment, ici le peuple gouverne et le gouvernement obéit. Donc on est dans une toute autre philosophie et un tout autre rapport au pouvoir où on n'est pas là pour, de manière très auto-centrée, nombriliste, de viser une réélection. On est là pour accomplir une mission sur un temps dédié. Et on l'a vu notamment avec la Convention citoyenne sur le climat et sur d'autres conventions citoyennes qui sont en train de se monter sur la démocratie ou sur d'autres sujets. Effectivement que quand on donne la possibilité à des personnes qui, a priori, n'ont pas forcément connaissance de tous les enjeux, mais qui sont briefés par des experts. On peut avoir de très bonnes mesures et qui sont souvent bien plus pertinentes que celles que nos représentants aujourd'hui, que je mets entre guillemets, peuvent prendre à l'Assemblée ou au Sénat. Ok, merci. Tu me redonnes envie de revenir au Chiapas. J'y étais en 1975, entre Oaxaca et Palenque. Ouais. Mais je n'avais pas la même conscience ni le même regard qu'aujourd'hui. J'ai fait ces mêmes étapes au Mexique, mais c'était il y a quelques années. J'étais très loin d'avoir les mêmes préoccupations. Ok. On vient en effet d'élargir le spectre là presque au niveau mondial pour revenir, je dirais, à une échelle plus réduite. L'une des thématiques qui semble t'intéresser, Evelina, c'est les petits gestes. Quelles sont leurs utilités, quelles sont leurs limites? Les petits gestes de tout un chacun. En tout cas, j'ai l'impression que c'est bien pour commencer. C'est un bon repère pour se mettre en mouvement, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais dire dessus? Pardon. Ah oui. Donc en fait, les petits gestes, ce qui est cool, c'est que c'est très très large comme panel et chacun peut prendre ce qui lui parle en premier, que ce soit l'alimentation, le transport, l'énergie, etc. Pour moi, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. De pas, moi, je pense que j'ai eu un moment où j'étais trop loin. C'était plus par joie que je voulais être engagée. Et du coup, après, de revenir un peu en arrière, voir qu'est-ce qui nous parle pas en fonction du temps qu'on a, dans quel projet on veut mettre de l'énergie. Après, bien sûr, il y a toutes les phrases. Il n'y a pas de petits gestes qu'on est 7 milliards à les faire. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de les faire parce que déjà, ils n'ont pas accès à beaucoup d'alimentation, par exemple, ou de transport. Et après, je dirais que c'est aussi politique. Parler des petits gestes alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont des ordres de grandeur bien plus importants, comme les jets privés, par exemple. Voilà. Oui,
Carrément, en effet, on est dans le domaine caricatural, là, quand on sait que en permanence, à l'heure la plus creuse sur la planète, qui est pour les mouvements la nuit aux États-Unis, il y a quand même en permanence 5000 avions en l'air, et qu'aux heures les plus denses, on se promène entre 12 et 15 000 avions en l'air, et qu'il y a des projections en plus de multiplication des lignes aériennes, en particulier en Asie. C'est ce qui explique les ventes incroyables qu'il y a eu de la part de Airbus et de Boeing au dernier salon, alors que tout le monde sait qu'il faudrait réduire. On a l'impression que où ils ont vraiment rien compris, où il y a encore une telle folie qui paraît absolument incroyable. Mais il rêve de l'avion à hydrogène, l'avion propre. Oui. Tu as entendu parler de ça? Non. Oui, bien sûr. Okay. J'espère que c'est un rêve, parce que... Non, mais c'est une blague, bien sûr. C'est une blague. Moi, les petits gestes, si tu me permets, moi, je trouve que c'est essentiel. J'ai commencé par des petits gestes. Après, il y a souvent une présentation de ces petits gestes qui est aussi instrumentalisée, selon moi, par le capitalisme aujourd'hui, et ce que j'appelle le capitalisme vert et le greenwashing ambiant, qui est aussi de culpabiliser chaque individu au détriment des décisions qui devraient être prises à l'échelle des usines, des industries, du monde de l'entreprise, bien sûr, des États. Aujourd'hui, l'extermination du vivant, elle passe notamment par les quelques multinationales qui gouvernent la planète, parce que ce ne sont pas nos gouvernants qui font la pluie et le beau temps. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu manipulé par cette question des petits gestes. Moi, je ne les ai pas faits dans l'optique de changer le monde, parce que je savais que ce que j'allais faire moi, à titre individuel, n'allait pas nécessairement avoir beaucoup d'impact. Je les ai faits pour me regarder droit dans une glace et pour être aligné avec mes valeurs. Et donc, je pense que déjà, les petits gestes, avant même de se dire, de se donner bonne conscience, il faut être raccord avec ses propres valeurs et les choisir en connaissance de cause. Moi, j'ai comme ça enchaîné un certain nombre de petits gestes courant 2017, où j'ai commencé à prendre à passer moins de temps sous la douche le matin, puis j'ai commencé à acheter bio, local, de saison, en vrac, puis j'ai banni le plastique, j'ai arrêté l'avion et je suis devenu végétarien puis vegan. Mais c'était des choix mûrement réfléchis, qui s'inscrivaient dans ma radicalité, mais qui étaient totalement conscientes à un moment donné. Et comme ils étaient réfléchis, conscients, ils n'ont absolument à aucun moment représenté des sacrifices pour moi. Alors que je croise souvent des personnes qui me disent « Ah oui, mais j'aimerais bien arrêter, mais c'est trop compliqué. » Je dis « Non, n'arrête pas de manger des animaux morts, alors qu'on qualifie de viande ou de poisson, si toi tu n'es pas prêt. Ça ne sert à rien. Tu vois, il faut avoir à un moment donné... fait ce choix de manière délibérée. Moi, ça a été tellement une évidence que du jour au lendemain, la même odeur qui me donnait envie de manger, me mettait l'eau à la bouche, le lendemain me révulsait. Et je ne voyais plus le morceau de viande, je voyais un morceau de cadavre dans mon assiette. Et donc ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, mais je pense que la maturité qui était la mienne au moment de chacun de ces choix, fait consciemment par rapport à la préoccupation qui devenait très très grande dans le nouveau prisme que j'adoptais par rapport à la vision que j'avais de cette société, m'a permis de faire ces choix et de les enchaîner les uns derrière les autres. Donc les petits gestes, c'est très bien, évidemment. C'est pas suffisant, ça ne le sera jamais de toute façon, et on n'aura jamais 8 milliards de personnes qui adoptent ces petits gestes. Et encore, comme tu l'as dit, Evelyna, évidemment, il y a des personnes qui les adoptent déjà sans même savoir qu'ils sont dans une démarche écolo, simplement par nécessité. Et je dis souvent que la personne qui vit dans un quartier sensible, qui roule avec la même voiture depuis peut-être quelques décennies, avec malheureusement une fumée noire qui s'échappe de son pot d'échappement, est bien plus écolo que le bobo écolo en ville qui roule en Tesla et qui a changé 15 fois de voiture sur les 15 dernières années. Donc à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et c'est sûr que l'impact même individuel sur la consommation d'eau, sur la consommation d'énergie, est ridicule par rapport à l'impact, évidemment, des entreprises et de toutes ces multinationales qui détruisent la vie sur Terre. Ok. Evelyna, je vais te poser... Tu peux revenir sur les petits gestes après. Ah bon, alors vas-y, si tu veux continuer sur les petits gestes.
Donc, je tire un peu le fil. Donc, moi aussi, j'ai réussi à devenir, alors pas végane, végétarienne, mais je suis assez fière et contente de dire que je n'ai pas mangé d'animaux depuis 5 ans. Et au début, c'était vraiment pour le climat. Et après, j'ai découvert les autres multiplanétaires. Et après, j'ai découvert l'antispécisme. Et je me suis dit, ah cool, c'est pas mal, ça marche aussi. Donc, au niveau bonne conscience, en tout cas, ça m'a plu. Mais je précise vraiment que j'ai réussi à faire cette transition parce que je vivais seule, que c'était simple. Je pense que le cadre familial, amical joue beaucoup sur ça. Et après, en fait, il y a plein de personnes où, pour moi, j'ai aucune raison de leur demander de faire des petits gestes. Et je pense que le bon indicateur pour ça, c'est l'empreinte carbone, qui permet déjà de voir où chacune en est. Et en fait, il y a plein de personnes qui, même en mangeant du poulet tous les jours, ils ont un meilleur bilan carbone que le mien. Et donc, je pense notamment aux jeunes qui habitent chez moi, puisque j'accueille des migrants qui viennent d'Afrique. Et donc, c'est un jeune qui a fait la fresque du climat, qui s'est inquiété de est-ce qu'il pourrait manger toujours du poulet. Et bien sûr, moi, ça me paraît évident que des jeunes qui ont connu l'enfer pendant des mois, si en plus, en arrivant ici, il faut qu'ils cassent encore le peu de repères qu'ils ont. Voilà. Ok, quand je vous écoute tous les deux, ça me augmente, je dirais, ma petite culpabilité de ne pas réussir à devenir végétarien. J'ai considérablement diminué ma consommation de viande, mais j'avoue qu'une pièce de bœuf, une fois par mois, ça devient la fête. À midi encore, c'était un repas végétarien qu'avait fait mon épouse, mais j'avoue que j'ai pas totalement basculé. Et en vous écoutant aussi, je me rappelle cette vidéo assez amusante. C'est dans un restaurant parisien, je crois, où le gars, quand on lui dit de passer son ordre, il dit écoutez, pas la peine de m'emmener une carte, je voudrais une belle côte de porc. Ah bon, vous voulez une belle côte de porc ? Bien sûr, monsieur. Tenez, vous voyez ce couteau, prenez-le, suivez-moi. Il se lève, ils ouvrent la porte derrière. Casa del Carne, ouais. Et il y a un porc qui est là, derrière, il lui dit allez-y, servez-vous. Et il n'arrive pas à le tuer. Oui, bien sûr que non. Et il lâche son couteau et il prend le porc dans ses bras. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des Israéliens qui ont réalisé ces vidéos. Ah, d'accord. Il y a une forte proportion de véganes en Israël. Et ils ont réalisé d'autres vidéos dans le même esprit, qui sont très très chouettes aussi. Mais je pense qu'effectivement, alors ce genre d'image peut interpeller. Après, c'est des déclics aussi. Moi, j'ai vu la même vidéo à 2 reprises. Et c'est cette vidéo qui m'a permis de basculer, qui est une vidéo de Gary Yourofsky, un militant antispéciste américain, et qui raconte à quel point le fait de manger des animaux n'est pas sain, que notre appareil digestif, notre dentition n'est absolument pas adapté, et qu'à un moment donné, il déconstruit le rapport que l'on a à l'alimentation. On en a beaucoup parlé hier, alors on va peut-être pas forcément en reparler aujourd'hui, mais en tout cas, le rapport que l'on a à l'alimentation, selon moi, n'est réellement pas sain, quoi. Ok. Je voulais faire allusion à la dichotomie presque entre climat et biodiversité, avant que Jean-Christophe intervienne, évidemment. Toi-même, tu as fait allusion tout à l'heure au fait que c'est à travers le climat et à travers Alternativa en particulier que tu avais basculé. Aujourd'hui, comment justement tu as évolué par rapport à ça et par rapport à la hiérarchie des dangers et des menaces ? Moi, je vois que le climat, c'est déjà un sujet tellement complexe et large que je trouve ça intéressant que beaucoup de personnes se mettent en mouvement par rapport à ce sujet-là. Et c'est très bien s'ils découvrent la suite derrière. Je pense aussi que le climat joue sur la biodiversité, donc il y a quand même un lien. Et heureusement, d'ailleurs, grâce aux fresques, on peut facilement voir après toute la suite. Voilà, rien de spécial. Enfin, pour moi, c'est si je vois juste, j'ai l'impression que c'est ce qui permet de faire masse quand même à un moment, c'est qu'il y a d'abord eu le mouvement climat,
Et tant mieux si c'est élargi. C'est le petit reproche peut-être que j'aurais à te faire, Jean-Christophe, c'est que dans ta volonté de bien faire comprendre l'importance du vivant, d'arrêter le massacre de la biodiversité, la façon dont tu entre guillemets, condamne la communication sur le climat. L'année dernière, au début de ta conférence, tu dois passer près d'un quart d'heure à détruire, je dirais, toute la com sur le climat. C'est vrai que quand on est, comme on est là autour de la table, et ceux qui nous écoutent, on n'a pas besoin d'être convaincus, mais il y aurait, de mon point de vue, un relatif danger à développer cela, parce que au moins le climat permet de sensibiliser de façon large, même si en effet on devrait beaucoup plus développer une meilleure connaissance de la destruction de la biodiversité, mais je dirais un peu comme Evelina, c'est le moyen d'accrocher les gens. Oui, alors, ouais. Non, mais en fait, le problème, il est pluriel. Le climat, évidemment, c'est catastrophique. Je suis le premier, alors même si j'ai appelé l'un de mes bouquins « Le climat n'est pas le bon combat », je ne suis pas climato-sceptique. Au contraire, je suis très, très renseigné sur le climat. Et même souvent un peu plus que certaines personnes qui ne parlent que de climat. Moi, je mets en avant le fait qu'on a un prisme aujourd'hui climato-centré, climato-énergético-centré, qui fait qu'on ne regarde la crise écologique qu'au travers de la lorgnette de l'unique climat. Et ne serait-ce, et c'était l'objet de ma conférence et de ce que je porte aussi dans mes livres, que l'on parle de mouvement climat, de grève pour le climat, de marche pour le climat, de convention citoyenne pour le climat, enfin, le mot climat écrase tout le reste. Et moi, je lis énormément d'articles, alors plus ou moins éveillés évidemment et plus ou moins étayés, que ce soit sur des médias mainstream, je les lis plutôt sur des médias alternatifs, mais même dans les médias alternatifs, très souvent le mot climat est synonyme d'écologie. C'est-à-dire que la crise écologique est qualifiée de crise climatique, la catastrophe écologique, la transition. Enfin, voilà, notre ami Jadot avait parlé de transition climatique sur son site de campagne. Donc à un moment donné, le mot climat a un petit peu vampirisé le reste. Voilà, à mon sens. Si maintenant... Et je vais expliquer aussi pourquoi derrière, je place le vivant devant. Si maintenant le climat était, et ça je te rejoins complètement, et c'est le cas de plus en plus de fresqueuses, de fresqueurs, qui en ayant commencé avec la fresque du climat se rendent rapidement compte que la fresque du climat ne va pas assez loin, et mais que c'est un prétexte et une très très belle opportunité d'évoquer le vivant et d'autres limites planétaires, même si moi je n'aime pas non plus le concept de limite planétaire. Alors je le connais aussi, mais je pense que les limites planétaires existent réellement, mais je ne conçois pas qu'on puisse mettre le vivant dans ces limites en fait. Le vivant, c'est la vie sur Terre. Nous sommes des êtres vivants à un moment donné. Donc moi je pars du principe que l'ensemble des activités humaines aujourd'hui concourent à l'extermination de la vie sur Terre. Et il se trouve que ces activités émettent des gaz à effet de serre. Si ces activités n'émettaient pas de gaz à effet de serre, la situation serait absolument cataclysmique d'emblée aujourd'hui. Elle serait déjà catastrophique. Il se trouve qu'elles émettent des gaz à effet de serre et que ce climat lui-même va renforcer l'impact sur le vivant. Et effectivement, le climat est aujourd'hui considéré comme la troisième raison de chute de la biodiversité. Et le climat, dans les prochaines années, va devenir la première raison d'extinction, si on parle d'extinction. Mais avant de parler d'extinction, on est en train d'exterminer le vivant. Et c'est la première fois que ça n'est pas une cause exogène qui, justement, par le passé, était soit la chute d'une météorite, soit une suractivité volcanique et qui entraînait un réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique a systématiquement été de la partie lors des 5 extinctions qui ont précédé celles que nous vivons aujourd'hui. Sauf que là, avant même que le climat commence à avoir un impact, et c'est de plus en plus prégnant, c'est-à-dire qu'à partir des méga-feux où je ne sais pas si c'est pas 1 milliard d'individus non humains qui ont péri, évidemment là on en a beaucoup parlé cet été avec les océans et la Méditerranée qui se sont réchauffés et l'impact que ça a eu sur un certain nombre de poissons qui se sont soit échoués ou de mammifères marins qui se sont échoués sur les côtes, soit qui sont allés beaucoup plus profondément pour chercher de l'eau plus fraîche et qui du coup ont perturbé les cycles évidemment, enfin la chaîne alimentaire mais aussi
les oiseaux qui se nourrissent de ces poissons à fleur de surface. Donc évidemment, le climat va avoir des impacts absolument délétères. C'est une évidence. Mais en ne regardant que ce climat-là, on peut continuer de tout dézinguer en remplaçant une croissance qui est évidemment mortifère par une croissance verte qui serait vertueuse, en remplaçant une énergie sale, fossile, par une énergie propre, éolienne, photovoltaïque, alors qu'aucune énergie n'est propre, hein, et ça on pourrait en parler pendant des heures aussi. Et donc à un moment donné, selon moi, voilà, on fait une erreur majeure en nous concentrant, en nous focalisant sur l'unique climat. Et le souci aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'était une porte d'entrée et que c'était assumé par un certain nombre de personnes comme une porte d'entrée avant d'ouvrir, alors aujourd'hui je ne dis pas qu'il n'y a pas de plus en plus de personnes qui s'ouvrent là-dessus, mais comme ça reste le premier sujet, moi j'ai souvent des discussions avec d'autres militants, quand je parle de vivant, que je parle d'effondrement, ils me répondent climat. Enfin, ce mot a complètement, occupe l'ensemble de leurs préoccupations et au détriment du reste. Et donc malgré eux finalement, parce que le climat, encore une fois, c'est absolument catastrophique ce qui est en train de se passer. Je suis le premier à le reconnaître. Mais donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage, mais maintenant, c'est comme ça. Et c'est né avec, effectivement, cette préoccupation sur le climat qui était peut-être la plus entendable aussi à un moment donné pour un humain qui voit que ça se réchauffe et qui s'inquiète pour sa propre survie. Mais à nouveau, c'est un prisme très anthropocentré qui nous éloigne, nous coupe des autres habitants de cette planète qui, eux, n'ont rien demandé. Et quand on est dans l'extractivisme, le productivisme, le consumérisme, ce que j'appelle moi le déchettisme, la génération de déchets et de pollution, on détruit les habitats, on détruit le vivant avant même, encore une fois, que l'atmosphère se réchauffe. Donc voilà, moi je suis juste à essayer et en même temps je me dis, si seulement on se battait pour le vivant, ce serait tellement plus enthousiasmant, tellement plus chouette de vibrer pour la sauvegarde de ce à quoi nous appartenons, puisque nous faisons partie de ce vivant. Et je pense que même le prisme climatique peut aussi concourir à cultiver cette idée que finalement les humains n'ont pas besoin des non-humains, que l'on pourrait vivre comme nous invitent à le faire nos amis Elon Musk et Jeff Bezos sur Mars, en terraformant Mars ou en partant à la conquête de l'univers. Donc en nous coupant complètement, et puis c'est aussi le principe du transhumanisme, évidemment, de toutes les autres formes de vie, alors que nous faisons partie de ce vivant, que nous sommes interdépendants. Et si la vie disparaît sur Terre, nous disparaissons, quelle que soit la température qui fera à ce moment-là. Donc je pense que voilà, c'est juste remettre les choses dans leur contexte. Et je trouve ça dommage de ne pas se battre pour quelque chose qui est tellement formidable, à savoir l'incroyable richesse de la vie qui est hébergée par cette planète. On pense à la conquête de l'univers, on imagine peut-être des planètes qui aujourd'hui pourraient héberger le vivant. La seule dont on est absolument sûr qu'elle héberge la vie, c'est notre planète. Et on a une maison magnifique, qu'il est de moins en moins malheureusement. On pourrait, ça c'est mon fantasme, nous mettre tous au service du vivant. Et réellement là, on aurait toutes les chances de régler le problème climatique et accessoirement peut-être notre propre survie. Si en revanche, on ne se met pas au service du vivant, là, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années, mais ça peut aller beaucoup plus vite, malheureusement, que ce qu'on imagine. Ok. Bon, je crois qu'on est tous convaincus que tu as raison. Le point, en effet, c'est sur la communication, parce que pour sensibiliser le grand public, c'est, entre guillemets, plus facile. C'est plus facile aujourd'hui. Je vois encore une discussion récente avec un ami qui est pas du tout idiot, mais quand je lui parle biodiversité, il me cite sa dernière visite au musée Crozatier au Puy, où dans une vitrine, il y a un type d'insectes où il a compté qu'il y avait 48 insectes différents. Ils font tous à peu près la même chose. S'il y en a la moitié qui disparaissent, quelle importance. Quand je lui ai raconté l'anecdote de l'ex-président de la FRAPNA, qui, il y a 30-40 ans, avait réussi à arrêter un projet d'autoroute pour sauvegarder le vivant sur le parcours de l'autoroute et de la faire dévier. Et
qu'à un moment donné, ils arrivent à avoir gain de cause partiellement, et qu'un jour, au moment de l'inauguration du tronçon, il y a le PDG de la société en question qui est là et qui lui dit maintenant expliquez-moi vraiment quelle était l'utilité de cela. Alors il lui donne un certain nombre d'explications assez larges. Il dit je ne lui ai pas donné en plus la plus pointue, parce que sur ce parcours il y avait tel insecte qui est entre l'écorce et l'arbre, qui est déjà en voie d'extinction, et si je lui avais dit que pour sauver cet insecte-là, ça lui avait coûté 400 millions, il serait devenu fou. Donc voilà. Mais tu vois, c'est intéressant, juste pour réagir, et ça sera très rapide. Moi, je suis aussi très partisan de l'écologie profonde, et le biojournalisme se rapproche aussi de l'écologie profonde. C'est le fait d'appréhender chaque espèce, chaque individu, chaque être vivant sur cette planète, indépendamment des services qu'il serait censé rendre à l'humanité. Et nous, on ne voit les autres habitants de cette planète qu'en fonction des services qu'ils nous rendent. On parle même aujourd'hui de services écosystémiques. C'est quand même ahurissant d'être dans cette logique marchande, même pour ce que le vivant a toujours fait pour lui-même, à savoir être interdépendant et se protéger mutuellement. Il y a de l'entraide, il y a quelquefois effectivement de la rivalité, mais il y a aussi beaucoup d'entraide dans le vivant. Et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, le jour où on arrêtera d'avoir ce genre de réflexion, ils font tous la même chose, où on se dira, oui, une abeille, c'est super important, mais la guêpe, à quoi elle sert ? Mais en fait, les deux sont aussi utiles l'une que l'autre. Et tout ça participe à la richesse de la vie sur Terre. D'accord, ok. Juste rebondis sur le vivant. Je pense que moi, au début, donc, je suis rentrée par le mouvement climat et j'ai élargi donc biodiversité et au service du vivant. Ça m'a beaucoup parlé pendant des années, au début. Je pense que Fertile est aussi très orienté au service du vivant. Et là, de moins en moins, j'ai l'impression que ce qui me parle le plus, c'est aussi les personnes qui vivent actuellement et qui meurent aussi, dues à certaines oppressions systémiques, dont le sexisme, le racisme, validisme, etc. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'appelle plus en ce moment. Je pense que c'est aussi des humains qui font partie du vivant, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de court terme, de long terme, et que c'est pas si lié que ça. Enfin, en tout cas, dans la lutte au service du vivant, je retrouve pas souvent des notions plus larges. Tu vois, mais avec le bioorganisme, tel que je l'ai présenté tout à l'heure, le fait de faire sauter tous les rapports de domination, c'est à la fois le spécisme, c'est le patriarcat, c'est le sexisme, c'est l'ensemble des rapports de domination. Donc, que tu sois dans une approche, nous avons un comportement délétère vis-à-vis des autres humains, c'est pour ça que nous avons un impact mortifère sur le vivant, ou que tu considères que justement c'est parce que nous avons un impact délétère sur le vivant que nous ne savons pas prendre soin des autres humains, tout est lié de toute façon. Et encore une fois, le jour où on aura compris que les humains font partie du vivant et que le vivant, c'est l'ensemble de la vie sur Terre, je pense qu'en changeant ce rapport-là, on pourrait régler beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ok. Evélina, tu as signalé que l'un de tes sujets, je dirais, de prédilection, c'est les oppressions systémiques. Dis-nous-en un peu plus. Justement, c'est ce que je disais là. C'était plus qu'est-ce que je peux dire dessus ? Qu'est-ce qui t'intéresse de savoir ? Ce que tu entends. Qu'est-ce que c'est ? En tant que jeune, tu as, on le sent bien, tu n'as pas besoin de les exprimer, des opinions politiques au sens le plus noble, fort, mais tu en parles relativement peu, sans doute parce qu'elles sont évidentes. Et c'est vrai que ceux de ma génération ont l'impression, en effet, qu'une bonne partie de la jeunesse n'a plus le moindre intérêt pour la politique, parce que soit ce sont les jeunes qui sont perdus entre guillemets pour la République, soit au contraire c'est parce qu'ils ont déjà compris que la politique telle qu'elle existe actuellement ne sert plus à grand chose. Alors c'est pas que au niveau politique, hein. Oui. Mais donc déjà si j'essaye un peu de citer la liste des oppressions systémiques que j'ai en tête, donc sexisme, racisme, capitalisme, validisme, les luttes LGBTQIA+, agisme, ouais, anti-lookisme, classisme, la lutte des classes, merci,
Je pense que et je m'excuse pour celles que j'ai oubliées et celles que je pense qu'on n'a pas encore découvertes, parce que j'ai vraiment l'impression que qu'il y en a qui ont été découvertes il y a des années, qui ont mis du temps à être médiatisées quand même, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus récentes. Et en fait, pour moi, chaque geste et mot de notre quotidien peut entretenir ou aller contre ces oppressions. Et notamment, donc, dans ces luttes-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qui s'appellent par exemple racisme ordinaire, sexisme ordinaire. Et ça, pour moi, c'est ça ce qui est intéressant de palper au quotidien et de voir comment je peux aller à l'encontre de ça. Parce que autant, je me dis, quelqu'un qui vote extrême droite, il est raciste, peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais pour moi, des fois, c'est plus difficile de lutter contre le racisme quand en face de moi j'ai des personnes qui disent ne pas être raciste. Et même moi je pense être raciste parce que de fait je suis blanche et je ne comprends pas ce que peuvent vivre au quotidien des personnes racisées, et je déconstruis ça, j'essaye, et je pense qu'il faudra des années, des dizaines d'années, et c'est ce que je souhaite à tout le monde et pour toutes les luttes. Et pour moi en fait même un mot, une blague, un geste, et au bout du compte, ça peut mener à un féminicide ou à tuer quelqu'un dans la rue pour sa couleur de peau ou à voter extrême droite. Donc pour moi, c'est ça qui est vraiment très systémique, c'est que chaque chose peut être importante. Bon, après, j'essaie de ne pas être parano avec ça tout le temps. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui. Et autant au niveau systémique, c'est très difficile à changer, mais par contre, changer les mots, je pense que ça, c'est plus atteignable pour tout le monde. Et les fresques maintenant qui commencent à en parler, c'est la fresque des résistances. Oui. Et là, il y a beaucoup de récits, je trouve, à écrire sur ça. Ok. Tu as fait allusion à l'anti-lookisme. Éclaire-moi. Oui, juger les personnes sur comment elles sont habillées ou comment elles sont physiquement. Ah d'accord, ok. Je ne connaissais pas non plus. Oui, j'avais entendu l'expression. C'est lié au validisme aussi, un petit peu. Oui. Le classicisme fait référence à la lutte des classes. Aujourd'hui, c'est quoi la lutte des classes pour toi ? Alors moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je viens j'ai grandi en HLM, mes parents sont ouvriers, secrétaires, donc quand j'étais en école d'ingénieur, j'étais un peu une ovni, tout le monde était enfant de prof ou ingénieur ou médecin. Et du coup, je me suis retrouvée en haut de l'ascenseur social. Et quand même, j'ai eu un truc où je me dis, je me retrouve pas dans cette classe. Je pense que ça a aidé aussi à ne plus être ingénieur aujourd'hui. Et je sens vraiment un mépris de classe, de la part de Macron, c'est sûr. mais c'est un truc que vraiment j'arrive à cerner dans les entreprises. Et l'effet que les entreprises soient organisées en hiérarchie, et pas que les entreprises d'ailleurs, en pyramidale, accentue beaucoup ça, je trouve. Et penser une gouvernance partagée, c'est une alternative qui me plaît plus. D'accord. Tu connais peut-être la réflexion de Warren Buffett, un jour où il y a un échange avec je ne sais plus quel journaliste, et où à un moment donné, le journaliste dit aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de lutte des classes. Et Warren Buffett le reprend et lui dit si, il y a toujours une lutte des classes. Aujourd'hui, c'est nous, la classe des riches, c'est nous qui la menons et c'est nous qui l'avons emportée. Tu connais cette interview. Ouais. C'est assez... Mais il a raison. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de gagner, malheureusement. C'est assez incroyable, en effet, le culot avec lequel il pouvait dire cela. L'archipel du vivant, il y a le terme d'archipel, évidemment, dedans. Il s'est beaucoup diffusé il y a 7-8 ans. On s'en était saisi, il y a 4-5 ans, au sein du CTC 42. Il y avait une démarche, mais qui n'a malheureusement pas été suivie. Je cherche le nom du collectif, c'était en Seine-et-Marne, à Villarceau. Il était porté à l'époque par une partie des associations qui forment le collectif Transition citoyenne au plan national, le collectif Roosevelt, entre autres. Et la difficulté qu'on a eue au CTC 42, c'est à un moment donné où tu nous avais rejoint, Evelina, c'était
d'en définir, je dirais, l'action, non pas le périmètre, mais les actions communes, les actions individuelles, dans, je dirais, l'esprit de la fondation, de l'esprit de l'archipel du vivant. C'est justement parce que le vivant est naturellement un archipel, ou est-ce que tu avais une autre idée derrière ? Non, alors là, pour le coup, ça n'a pas forcément un rapport au vivant. C'est plutôt l'association de deux idées. C'est d'un côté l'archipel par rapport aux îlots, à ces bourgeons, à ces embryons de sociétés alternatives qui maillent les territoires. Et de l'autre, le vivant, pour les raisons que j'ai présentées tout à l'heure. Voilà, donc c'est simplement l'association de ces deux termes. Après, le vivant est une forme d'archipel sans doute. L'archipel, moi j'ai utilisé ce terme qui me parlait beaucoup. Je sais qu'au même moment, c'était aussi une des envies et un des souhaits de la bascule, qui s'est archipélisée également. Et je trouvais cette métaphore formidable sans connaître Édouard Glissant, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était effectivement d'interconnecter tous ces acteurs qui existent, qui ne font pas système et qui pourraient représenter un réel système alternatif, qui pourrait faire société demain et nous permettre d'avoir un autre avenir. Moi, je crois aussi, et c'est l'un des fondamentaux de l'archipel du vivant, je ne crois absolument pas à la possibilité de changer le système dominant actuel, puisque pour moi, ce système est mortifère, écocidaire, suicidaire, et ce système n'a absolument jamais été conçu pour préserver le vivant et pour permettre l'épanouissement humain. Il se nourrit de la surexploitation des ressources, de l'extermination du vivant, de l'aliénation des humains. Et donc nous, on incarne vraiment le souhait de voir émerger, ou plutôt de permettre l'émergence, de susciter l'émergence, de déclencher l'émergence de ce monde alternatif, notamment par un MOOC que nous allons lancer en novembre de cette année. L'idée, c'est de donner cette impulsion à l'ensemble des acteurs qui, dans les territoires, auraient envie de vivre autrement. Nous, on a observé aussi avec Guillaume Faburel une politisation aujourd'hui des écolieux, des écovillages, qui, il y a quelques années, étaient très concentrés sur leurs projets, et on sait à quel point un projet d'écolieu, d'écovillage est très prenant, parce que c'est déjà refaire société, mais entre les personnes qui habitent cet écovillage, alors qu'on a complètement perdu l'habitude de vivre en tribu, de vivre en communauté. Et donc, on parle souvent du PFH, qui peut être précieux, mais qui est souvent le putain de facteur humain. Et donc, nécessairement, c'est déjà un projet complètement fou, en fait. Et moi, j'ai été un membre fondateur d'un écovillage, donc je sais ce que c'est, dans le Périgord dont tu parlais en introduction. Donc, non, un écovillage 06 planète, enfin, bon, peu importe, en tout cas, je sais ce que c'est, et je sais aussi pourquoi, effectivement, il y a un temps absolument nécessaire pour mettre en place une gouvernance partagée, pour apprendre à composer et à vivre ensemble. Et c'est tout ce que forme aussi, tout ce que permet Fertile en termes de changement de rapport à l'autre, que ce soit dans la coopération Fertile, mais aussi dans les autres formations qui sont plus courtes. Et effectivement, c'est lieu aujourd'hui, depuis maintenant, on va dire 18 mois, peut-être un an, commencent réellement à sortir la tête du guidon, quand ils le peuvent, évidemment, et à s'ouvrir sur leur territoire en disant « Ok, la résilience, elle ne se fera pas uniquement à mon échelle, elle se fera avec l'ensemble des autres acteurs sur le territoire. » Et donc le pari de l'archipel du vivant, c'est de se dire, plutôt que d'embarquer la majorité des personnes, nous allons nous appuyer sur les initiatives alternatives, sur les militants comme Evelina qui vivent dans les territoires ruraux et qui pourraient être les fers de lance de cette construction biorégionale, qui pourraient à un moment donné se dire, voilà, qu'est-ce que l'on fait maintenant face à l'ensemble des risques qui se présentent à nous, comment on met en place cette résilience, et demain, comment on construit, par le biais d'assemblées citoyennes, une nouvelle forme de société avec son propre système sanitaire, son propre système politique, son propre système peut-être aussi social. Enfin, voilà, comment on refait société réellement, et c'est une extraordinaire opportunité aujourd'hui de tout réinventer, à condition de nous autoriser à le faire, en fait. C'est-à-dire que moi, je crois à cette possibilité que nous avons en tant qu'être humain, à un moment donné, de déconstruire les piliers sociétaux actuels et d'en reconstruire.
Et qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui massivement, collectivement, alors peut-être pas massivement parce que ça j'y crois pas, mais collectivement d'inventer de nouvelles règles en fait, de nouvelles règles de vie en commun sur un territoire donné. Et nous appuyons donc sur ces personnes-là, sur ces collectifs, sur ces initiatives alternatives pour évidemment embarquer les autres après. C'est un pari, voilà, donc on va essayer d'écrire ensemble un nouveau récit, hein, c'est aussi le titre de mon dernier livre. Moi je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup de nouveaux récits, je suis le premier à souhaiter qu'il y ait de nouveaux récits, mais peut-être qu'il nous appartient à nous de l'écrire ce nouveau récit, plutôt que d'attendre que d'autres l'écrivent. Et donc c'est à nous, femmes et hommes, habitantes et habitants de chaque territoire, de nous dire voilà comment on aimerait aujourd'hui habiter la Terre, en respectant les autres individus qui la peuplent, en se respectant entre êtres humains, évidemment, avec tous les rapports de domination qui sont complètement délirants et qui malheureusement font partie du jeu aujourd'hui, et en imaginant voilà, une société beaucoup plus frugale, beaucoup plus dans l'entraide et réellement démocratique. Ok. Bon, nouveau récit. Je crois que ça te parle aussi. Oui. C'est demain, je crois, que tu animes la fresque. Dévoile-nous-en une partie. Ouais, juste sur la notion de récit, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de mini-récits qui existent déjà, tant mieux hein, quand même. Et en fait, pour moi, l'image que j'ai, c'est que dans une forêt, quand il y a des arbres qui tombent, ça fait beaucoup de bruit, ça fait du fracas, et du coup, la société, les gens regardent ça, donc les nouvelles à la télé, les mauvaises nouvelles, alors qu'une forêt qui pousse, ça fait pas de bruit. Donc une forêt qui pousse, ça fait pas de bruit, mais par contre il faut prendre le temps de le regarder. Et donc je pense, toujours pareil, si on est dans la roue du hamster ou qu'on a 0 minute pour soi, c'est difficile de prendre le temps de regarder les belles alternatives qui poussent, et pourtant il y en a de plus en plus et très proche de chez soi, je pense partout déjà en France. Et c'est vraiment chouette de du coup mettre les projecteurs sur ça pour qu'un maximum de personnes regardent ça, et je suis persuadée qu'il y a encore plein de gens qui seraient hyper intéressés d'aller là-dedans, mais juste qui passent à côté, et ce sera de moins en moins le cas. Et j'ai une petite anecdote encore aujourd'hui je parlais de la lutte des sucres, parce qu'on a un projet de déviation de route nationale, un peu comme partout en France. Mais ce week-end, c'est notre week-end national où les copains, copines, ils arrivent. Et du coup, ils ont besoin de légumes. Et j'essayais de convaincre, même pas. Je parlais du projet à un maraîcher qui disait moi, je suis contente qu'il y ait cette nouvelle autoroute, ça me fera gagner 5 minutes et ça évitera de me faire flasher à Saint-Oustien. Et je lui dis, mais tu sais quand même qu'il y a des paysans, paysannes qui vont être expropriés. Et en fait, non, il ne savait pas. Et du coup, il allait me chercher 3 cagettes de légumes et il n'y avait même pas besoin de convaincre. C'était juste... Et en fait, je pense que ça, c'est dans les mains de tout le monde de discuter, de parler avec ses voisins. Et petit à petit, voilà. Il n'en suffit pas beaucoup pour qu'une société bascule. Merci Jean-Christophe, merci Evelina. Je vous propose d'arrêter, sauf si vous avez vraiment un dernier mot, une dernière phrase de conclusion. Sinon, merci pour cette heure et demie, même plus, d'échange très riche et qui m'a évidemment directement intéressé et concerné, parce que moi, j'ai pendant été à peu près toute ma vie professionnelle dans la roue du hamster. Donc, de vous écouter, ça faisait beaucoup de bien. Merci. Merci à toi.